Pierre Dartout, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Vous avez un agenda déjà très chargé. J'aimerais tout d'abord que l'on revienne sur cet instant solennel. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire français et vous avez prêté serment devant le prince Albert II mardi. Cela restera un moment fort et marquant. Oui, ça restera un moment fort et marquant, un moment émouvant pour moi-même et pour toute ma famille, puisque mon épouse et mes 5 fils étaient présents. Et ça a été pour nous un instant de fierté, d'honneur. Et nous en garderons un souvenir impérissable. Vous n'avez pas hésité une minute lorsque cette opportunité s'est offerte à vous de devenir ministre d'État? Alors, premièrement, je ne m'y attendais pas. Et quand on m'a fait la proposition, je n'ai pas hésité, effectivement. J'ai répondu favorablement parce que, encore une fois, c'est un grand honneur, c'est un très beau poste et qui présente toutes sortes de facettes. C'est un grand défi et je considère que c'était de mon devoir de le relever, d'autant que c'était, je le répète, un honneur et une fierté pour nous tous. Oui, alors comment appréhendez-vous ce rôle de ministre d'État, puisque votre grande expérience vous sera précieuse, mais le rôle d'un ministre d'État est tout de même un peu différent de celui d'un préfet. Tout à fait, c'est un rôle différent de celui du préfet. C'est un territoire différent, puisque c'est un État. Je l'appréhende différemment, bien entendu, mais je sais que d'ores et déjà, par exemple hier, à l'issue des entretiens que j'ai pu avoir au Conseil national, qu'il y a certaines problématiques qui se rencontrent ici et que j'ai connues ailleurs, et pour lesquelles l'expérience que j'ai pu avoir me sera utile. Mais c'est un poste, bien sûr, difficile, exigeant, qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup de dialogue, et puis surtout aussi, c'est un poste particulier, parce qu'il nécessite bien sûr une fidélité et une loyauté totale à l'endroit du prince souverain. Le prince Albert II qui vous a remis mardi votre feuille de route, elle s'articule autour de 3 grands points que j'aimerais que nous détaillions ensemble. Le tout premier, c'est la poursuite d'un développement durable pour Monaco. Oui, parce que je crois que c'est dans l'identité, dans l'ADN de la principauté, comme l'a voulu le prince souverain depuis plusieurs années. Et puis je crois aussi qu'en termes d'attractivité, avec toutes les conséquences que cela peut avoir en matière économique, c'est un atout considérable aujourd'hui que d'afficher cette ambition en matière de développement durable. Et ce n'est pas parce que cette crise du Covid est venue, dont nous avons tous souffert, que nous devons oublier l'exigence d'aujourd'hui du développement durable et que nous devons toujours garder à l'esprit la nécessité d'atteindre les objectifs qui ont été fixés, et notamment pour ce qui concerne la principauté, un objectif ambitieux, mais indispensable et exemplaire pour le reste de la planète, qui est l'objectif de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le second point a trait à la sécurité. Alors, la sécurité, c'est effectivement 2 choses. D'abord, sur un plan de la vie quotidienne, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et il n'y a pas de qualité de vie sans sécurité. La principauté est tout à fait exemplaire en la matière. Il y a des moyens importants qui sont mis en œuvre pour assurer la sécurité des habitants de la principauté ou de ceux qui viennent y travailler. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième aspect, c'est que, tout comme l'environnement ou la qualité de vie, cela contribue très largement à l'attractivité d'un territoire. Des touristes viennent plus facilement dans un territoire où ils savent qu'ils sont en sécurité que dans un territoire où ils savent qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité. Alors, le défi, là aussi, c'est de savoir toujours s'adapter à l'évolution de la délinquance, de l'insécurité, qui utilise aujourd'hui toutes sortes de moyens nouveaux, et donc répondre à ce défi, s'adapter en permanence. Et je sais qu'ici, il y a la culture nécessaire pour cette adaptation permanente.
Enfin, au cœur de cette crise inédite internationale, le troisième point de votre feuille de route porte sur la politique de relance, de reprise. Alors, c'est un travail qui a été mené ces dernières semaines avec beaucoup de soin par les différents services de l'État. Il en sera question avec le Conseil national dès la semaine prochaine. Et moi-même, dès la semaine prochaine aussi, j'engagerai avec les différents responsables ministériels des dialogues avec les forces vives, c'est-à-dire avec les entreprises qui contribuent ou qui assurent la richesse économique, la création d'emplois de la principauté. Et donc il y aura différents secteurs dont je souhaite rencontrer les principaux responsables, qu'il s'agisse du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, ou bien du secteur bancaire et financier, mais également de tous les autres secteurs. Vous vous préparez depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, à cette nouvelle mission. Vous avez été impressionné par le modèle économique et social monégasque qui est tout à fait unique, hors norme. Alors j'ai été impressionné avant même de savoir que je serais nommé ministre d'État. Tout simplement pour une raison bien simple. Moi je suis je suis un passionné de statistiques, parce que j'aime les choses précises, les faits, les chiffres, et c'est ça qui donne une vision incontestable et objective des phénomènes. Je prends un exemple donc qui m'a démontré très vite la capacité d'attractivité, la force économique de la principauté, c'est que au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la zone d'emploi où le chômage est le plus bas, alors je parle avec des chiffres d'avant-crise, c'est la zone d'emploi de Menton, qui a un taux de chômage qui est très bas par rapport à la moyenne régionale, mais par rapport à la moyenne nationale, 7% environ avant la crise. Et tout cela, c'est à cause des 35 000 ou 40 000 emplois détenus ici, à Monaco, notamment par des Français. Et donc, il y a un modèle économique qui est un modèle puissant, qui repose sur l'identité de ce territoire, son attractivité qui est due à son histoire, à sa géographie, au travail qui a été mené sous l'impulsion des princes souverains qui se sont succédés et qui donnent ce résultat. Alors avec, bien sûr, toujours, il y a des différents aspects. Je sais que le développement économique, c'est aussi construire des logements, construire des bureaux, construire des équipements. Ça a des contreparties, c'est vrai, ça peut gêner, mais c'est essentiel que d'avoir cette dynamique qui assure la force du modèle. En conclusion, quelles seront vos priorités, avec en toile de fond cette feuille de route, quelles seront vos toutes premières sorties? Je suis allé au Conseil national hier. Je vois aussi les différents services. J'ai vu ceux du ministère d'État hier également. Et donc, j'ai parlé de ces contacts avec les chefs d'entreprise. Et puis aussi, le week-end, puisque le week-end, notre métier ne cesse pas. C'est ma culture de préfet. Et je sais qu'en tant que ministre d'État, ça sera la même chose. Les choses ne s'arrêtent pas. Et il est important d'avoir ce contact, je dirais, physique avec les rues de Monaco, d'être au milieu des gens qui vivent dans ce territoire. Et vous aurez également pour ligne d'horizon cette mer Méditerranée à proximité qui vous est toute chère. Absolument, parce que c'est au bord de la Méditerranée que j'ai passé toutes mes vacances, dans le Var. Depuis toujours, j'ai été préfet de 3 départements méditerranéens, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Var, et maintenant je suis ministre d'État de la Principauté de Monaco. Je crois que la Méditerranée est d'abord certainement la plus belle des mers. C'est un ensemble naturel qu'il faut protéger a priori parce qu'il est fragile, ce milieu naturel, il est vulnérable et il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour le préserver. Mais c'est aussi un endroit qui est un lieu de croisement de cultures différentes, de mouvements, d'idées, de personnes.
Et donc, sur un plan géopolitique, c'est effectivement l'un des endroits au monde qui aura toujours été, depuis l'Antiquité, l'un des plus sensibles et qui aujourd'hui continue à être l'un des plus sensibles. Et donc, Monaco, la principauté de Monaco, étant ancrée profondément dans la Méditerranée, ayant une vision sur la Méditerranée, non seulement le port, mais le balcon sur la Méditerranée que l'on a quand on venait au musée océanographique, par exemple. Tout cela montre que c'est au cœur de la vie monégasque. Et donc Monaco, par son histoire, par sa géographie, a certainement un rôle essentiel à jouer face aux différents défis que rencontre la Méditerranée. Pierre Dartout, merci de nous à vous. avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.